je me tourne vers vous, Béatrice Fuchs, parce qu'il y a quand même un point essentiel, et on l'a vu également, c'est que la prise de décision, et M. Lagadec l'a dit, la prise de décision est essentielle, bien évidemment une bonne prise de décision. Établir des méthodes de raisonnement pour les prises de décision, voire aller plus loin pour répondre à justement ces phénomènes complexes. On va parler de modélisation par l'intelligence artificielle, un sujet que vous connaissez bien, puisque vous êtes notamment co-auteur d'un ouvrage composé de 3 tomes portant sur ce thème. Il y en a eu un en 2015, et il y en a un autre qui va bientôt paraître. Ouais. À vous la parole. Merci. Excusez-moi, parce qu'on va s'en mêler, il va y avoir aussi. Est-ce qu'on en parle? Oui. Merci. Bon, beaucoup de choses ont été dites très brillamment ce matin, en particulier sur l'intelligence artificielle, donc je ne reviendrai pas trop dessus. Je vais juste donner ma définition que j'avais donnée quand je faisais un cours sur ce sujet il y a quelques années en arrière. Donc là, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une branche de l'informatique, c'est une très grande branche de l'informatique qui s'intéresse à la conception et à la réalisation de systèmes intelligents écrits entre guillemets, c'est-à-dire des systèmes qui sont capables de raisonner comme le ferait un être humain pour résoudre des problèmes grâce à des connaissances relatives aux problèmes traités. Voilà. Donc c'est un domaine qui est effectivement extrêmement vaste. Elle va croiser de nombreuses disciplines, donc ça touche à l'informatique évidemment, les mathématiques et les sciences cognitives en particulier, et qui touche à peu près tous les domaines. Hein, aucun domaine n'est pas concerné par... Donc les approches sont extrêmement variées. Il y a des liens symboliques, il y a des méthodes statistiques, des réseaux de neurones, voilà. Bon, à l'image de cet ouvrage qui est sorti celui-là en 2015 et puis un nouveau qui va sortir, donc j'ai mis quelques plaquettes ici en anglais avec une mise à jour et qui comporte aussi 3 tomes et il n'y a pas moins que, enfin il y a plus de 50 chapitres qui traitent du sujet et en particulier un premier tome qui traite vraiment des fondements de la représentation des connaissances, du raisonnement et de l'apprentissage, où on a toutes les facettes très variées des connaissances, comment les prendre en compte et comment mettre en œuvre des raisonnements qui prennent en compte ces facettes de la connaissance, en particulier raisonnement incertain, raisonnement qualitatif sur le temps et l'espace, raisonner avec ce qu'on appelle les ontologies, représentation de préférences, etc. etc. Donc voilà, c'est juste quelques exemples de l'immensité, je dirais, de ce domaine de recherche. Donc j'ai le plaisir de travailler depuis quelques années sur ce domaine, et en particulier, ce qui va m'intéresser, sur lequel je vais focaliser plutôt l'attention aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les domaines à théorie faible. Ce qu'on appelle, alors c'est pas du tout la même chose que IA faible, IA forte qu'on a vu tout à l'heure. Les domaines à théorie faible, c'est pour lesquels il est très difficile de modéliser le domaine. En particulier tout ce qui concerne les phénomènes complexes. Les phénomènes complexes comme voilà, l'incendie de Notre-Dame. Moi, j'avais pris comme exemple l'aide à la décision pour par exemple les incendies de forêt ou des choses comme ça, ou des catastrophes, ou des problèmes comme ça. Il y a quelques années en arrière, je m'étais intéressée à la supervision industrielle. Hein, comment superviser un système quand il y a une alarme, quand il y a quelque chose, comment on peut aider un opérateur à prendre une décision rapidement en lui fournissant les bonnes informations au bon moment. Voilà. Donc lorsqu'on se trouve dans des domaines à théorie faible, il existe une méthode qui a été proposée déjà il y a assez longtemps, qui s'appelle le raisonnement à partir de cas. Et c'est une forme de raisonnement qui a la particularité de combiner à la fois le raisonnement et l'apprentissage. C'est une forme de raisonnement qui s'applique lorsque l'on veut... on ne veut pas nécessairement avoir un modèle très sophistiqué du domaine, puisque c'est des domaines qui sont difficiles à modéliser. Mais on peut accumuler de l'expérience, par contre, sur des situations rencontrées et constituer ce qu'on appelle une base d'expérience qu'il est possible de réutiliser en situation.
Donc c'est un mode de raisonnement qui va consister à, face à une nouvelle situation, eh bien, rechercher dans la base d'expérience, qu'on appelle des cas, hein, un cas passé pour lequel on va pouvoir, dont on va pouvoir s'inspirer pour résoudre un nouveau problème. Donc c'est un mode de raisonnement qui s'appuie sur l'analogie en particulier et qui est très souvent bien accepté par les humains, hein, parce que ça fait partie, c'est une façon de raisonner qui est assez proche de ce que pratique l'humain quand il se remémore son expérience. Donc, c'est un mode de raisonnement qui est intéressant parce que c'est une alternative lorsqu'on a affaire à des phénomènes complexes. Et d'autre part, quand au fur et à mesure qu'on rencontre de nouveaux cas et de nouvelles expériences, et qu'on les résout, il est possible aussi de garder une trace de cette expérience, donc de capitaliser l'expérience pour pouvoir la réutiliser. Et éventuellement aussi, c'est un raisonnement approximatif et c'est un raisonnement qui peut aboutir à des échecs, éventuellement, ça c'est possible, mais qui doit apprendre avec l'humain à améliorer graduellement le système. Alors, ce qui est important aussi dans ce cadre de système, c'est que l'humain est le maître des décisions. Quand il utilise l'IA, un système intelligent, un système intelligent, l'IA est au service de l'humain. Et on appelle ça couramment dans le jargon « human in the loop ». L'humain doit toujours être dans la boucle. C'est lui qui doit être à l'initiative, parce que c'est lui qui a la connaissance et qui peut éventuellement donner des rétroactions, apprendre au système quelque chose qu'il ne sait pas. Il est impliqué dans le processus de résolution de problèmes. On va lui fournir une assistance, dans ce que l'humain ne sait pas bien faire, en particulier par exemple se remémorer. L'humain ne sait pas toujours bien se remémorer et le système informatique en tout cas sera peut-être meilleur que lui pour faire des afférences complexes, des calculs très compliqués que l'humain ne peut pas faire. Mais en revanche, quand il s'agit de prendre une décision, il sera probablement, ou d'apporter une nouvelle connaissance, ou d'apporter quelque chose, il sera sans doute meilleur, ou d'interpréter une situation. Et pour terminer, je dirais qu'il y a aussi une nouvelle caractéristique, qui fait l'objet de beaucoup d'attention en ce moment dans les travaux en intelligence artificielle, en particulier avec les grands progrès qui ont été faits dans le monde du connexionnisme et des réseaux de neurones, et l'apprentissage profond, c'est l'explicabilité. C'est être capable d'expliquer. C'est important de fournir une solution à un problème à un utilisateur, en interaction avec lui, de construire, de se mettre d'accord avec lui. Mais c'est aussi important, la solution est aussi importante que la façon d'obtenir cette solution. De quelle manière on a obtenu une solution? Quelle est l'explication de cette solution? Pourquoi est-ce que, quand je fais le raisonnement à partir de cas, voilà, je vais proposer un certain tableau de bord avec tels éléments parce qu'il y a un lien, parce que j'ai trouvé une situation antérieure qui était comme ci, comme ça, parce qu'il y a un lien ici entre cet élément-là et cet élément-là, et tirer un petit peu les ficelles pour bien que l'utilisateur puisse comprendre quel est le lien entre la situation qu'il a maintenant devant lui et une situation passée qu'il a rencontrée, qui a été rencontrée dans le passé. Voilà. Voilà. Actuellement, donc c'est l'enjeu, c'est l'explicabilité. Et on parle beaucoup de ça en ce moment, et puis surtout l'interactivité. Un système interactif qui est en lien avec l'humain. Voilà. Merci beaucoup Béatrice. Donc explicabilité, effectivement, interopérabilité. On l'a vu, c'est un outil aujourd'hui qui aide, un outil d'aide à la prise de décision. Alors s'habituer à cet outil dans la prise de décision, n'est-ce pas un petit peu dangereux à un moment donné, dans le sens où si demain il y avait une panne informatique, par exemple, comment l'humain pourrait prendre une décision sans appui de l'intelligence artificielle s'il est habitué à s'appuyer et à utiliser cet outil? Alors, le système, moi je pense au raisonnement à partir de cas, évidemment. L'être humain devient de plus en plus compétent avec le temps quand il acquiert de l'expérience.
Donc le système de raisonnement à partir de cas, il est là pour acquérir la connaissance de l'humain. Mais il possède aussi la possibilité, il est possible de l'utiliser aussi à des fins de formation. On peut utiliser, pourquoi pas, un système pour former des opérateurs à gérer un système, pour former à des situations difficiles, pour former à faire face à un incendie, voilà, dans ce genre de choses. Et la formation, si on n'a pas l'outil, on n'a pas l'outil, mais la personne en tout cas peut être formée avec l'outil pour faire face à ces situations. Très bien, donc ça peut être également un outil de formation. Tout à fait. Très bien, donc cet outil IA, on l'a vu, est un outil d'aide à la prise de décision aujourd'hui. Nous avons donc différents représentants autour de la table, des acteurs privés, des représentants de ministères. Je vais commencer par vous, Christophe Morin. Vous représentez donc le groupe Mi-Chemin. Lorsque nous avons préparé la table ronde, vous nous expliquiez que ces applications, enfin ces outils donc contribuaient à des applications multiples, permettaient de mesurer, enfin permettaient de prendre des décisions dans différents services et qu'il fallait également mettre en exergue l'importance de leur utilisation et de faire parfois des choix de prioriser parce que parfois il n'est pas non plus, selon les services ou selon la hiérarchie, très envisageable d'utiliser ces outils dans différents services. Pourriez-vous revenir sur ces sujets ? Alors, effectivement, le groupe mène tout un tas de réflexions à créer un département aux États-Unis sur l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut apporter au groupe Michelin. On est face à un paradigme, on vit dans un monde très 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 changeant actuellement, et le marché du pneumatique s'assombrit, et le groupe doit pouvoir réagir et ne pas subir. Et de ce fait, il envisage de se développer autour de la mobilité qui va au-delà du pneumatique. Et pour ça, évidemment, comme toute entreprise, elle vit à travers des besoins exprimés par le client. Et l'intelligence artificielle, elle a pour objectif de nous aider à orienter le client vers les produits du groupe, bien entendu. Donc on mène une stratégie pour essayer de voir comment, avec les outils modernes, vous l'avez tous déjà vu, constatez de vous-même quand vous utilisez YouTube, à force d'écouter certaines musiques, on vous propose des musiques associées. Eh bien, l'idée, c'est de travailler sur ces outils qui permettent de capter vos envies et d'être là pour vous proposer des produits adaptés à vos besoins. Donc ça, c'est la première réflexion pour travailler sur cette mobilité. La deuxième réflexion, c'est que comme on est dans un monde extrêmement changeant, il faut être capable d'anticiper. Cette anticipation, elle se fait évidemment à travers l'analyse d'une foultitude de données. Vous en avez eu un aperçu ce matin quand on vous disait que l'Internet 2015, c'est 500 millions de bibliothèques en France. Bon, évidemment, nous avons énormément de données à capter. Et vous savez comme moi qu'on va de plus en plus connecter les objets de la vie courante. Et donc autour de la mobilité, c'est la même chose. Le pneumatique demain sera connecté, on saura les cycles de nombre d'atterrissage, des pneus d'avion, on saura le nombre de kilomètres parcourus, on saura plein de choses sur votre mobilité, sur vos habitudes. Et il va falloir en conséquence pouvoir les exploiter. Et ces données-là, évidemment, il va falloir les exploiter rapidement et puis de façon, je dirais, éthique. Donc c'est un vrai défi auquel nous sommes confrontés et bien entendu, il va falloir nous aider à anticiper les crises. Et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est susceptible de nous aider à anticiper? Ça, c'est un vrai défi. Moi, en termes de protection des savoirs et des savoir-faire,
avec l'émergence des nouveaux risques, comme évidemment la cybercriminalité, nous sommes face à une situation où des données que l'on classifiait, qu'on classifie encore aujourd'hui comme des données non sensibles, et bien quand vous êtes capable de les rassembler, de les concaténiser, de les exploiter, elles peuvent éventuellement devenir sensibles. Et donc il va falloir gérer ces problématiques-là autour de la vie courante de toutes nos personnes. Et cette intelligence artificielle, de toute façon, elle ne pourra pas s'accompagner, elle devra s'accompagner, plus exactement, elle devra s'accompagner d'un fort travail sur le comportement individuel. Et donc, je rejoins toutes les inquiétudes qui ont été exprimées à travers le fait que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui pilote, mais c'est bien une aide à la stratégie, une aide à la tactique, une aide aux opérations, mais en aucun cas une machine qui décide. Je lisais un article du commandant de l'école de Saint-Cyr Cotilan disant que les officiers sont formés autour de 3 pôles, c'est une tête bien faite, un cœur et des tripes. Et selon les circonstances, on choisit tel ou tel moyen, mais en tout cas, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais le cœur ni les tripes. Elle pourra compléter éventuellement l'intelligence de la tête, mais il faudra toujours les 3. Merci beaucoup Christophe. Donc effectivement, juste une aide, c'est ce qu'on a vu. Alors effectivement, l'aspect vol des données, vous y avez fait mention, est effectivement une problématique qu'on a un peu abordée ce matin, mais qui est une réelle problématique et en plus j'imagine au cœur de vos enjeux actuellement. Je me tourne vers vous, Philippe Chabou. Alors, au niveau des pompiers, comment ça se passe? Parce qu'il me semble que on peut aujourd'hui, grâce à des objets connectés, prévenir ou du moins accompagner, aider les forces de secours face à des situations de risque et de risques naturels, tels que les incendies. On a parlé beaucoup de Notre-Dame ce matin et cet après-midi. Je sais que tu es au cœur de ces faits d'actualité. Merci Virginie, merci Thomas Messarros et l'organisation pour l'invitation à cette table ronde. J'aimerais vous parler tout d'abord de quelques chiffres pour contextualiser les opérations de secours. Il est important de savoir que c'est une intervention toutes les 6 secondes, 7 secondes en France, c'est 3,5 millions d'interventions. J'interviens pas sur toute la totalité du territoire, en revanche sur le territoire métropolitain d'incendie et de secours, SDMIS. On était à 280 interventions au jour. Depuis l'affaire Noémie, c'est le SAMU, Strasbourg, on est à une explosion de plus 16, plus 18% sur le territoire national, on est à plus 18%, on est à 500 interventions au jour, 2000 appels, désolé pour tous ces chiffres. En tout cas, c'est juste pour vous dire que face à cet accroissement, on va dire exponentiel, il n'est pas linéaire, il est exponentiel, on a des situations d'opérations, des interventions, des opérations de secours de plus en plus vastes liées aux opérations sociétales, avec également, malgré les mesures de prévention c'est avant l'accident, l'incident, et la prévision c'est après. Et donc la prévention, malgré toutes ces opérations de prévention, on a des cinétiques fulgurantes sur les incendies. Je dis 2 mots sur, merci à M. Lagadec, vous parliez de dégo d'incertitude, agir dans l'incertitude. J'ai fait le retour d'expérience sur 2 jours de la Germanwings et si on était venu voir le maire de la commune de 277 habitants la veille pour lui dire écoutez, je vais vous préparer la gestion de crise dans le cadre de votre plan communal de sauvegarde, vous savez qu'il est obligatoire pour certaines communes et pas forcément pour d'autres. Bon, tout dépend du DICRIM, c'est de l'Atlas des risques majeurs. Je vais très vite, pardon, mais en tout cas, c'est le document synthétique qui répertorie les risques sur un territoire. Si on était venu voir ce maire et lui dire vous allez vivre la plus grande crise internationale, parce que c'en était une, rappelez-vous, c'est 1500, 2000, 3000 intervenants, avec un roi, 2 présidents qui sont venus, avec
de la police technique et scientifique. C'était une scène de crime au sens anglophone du terme, au sens forensique du terme. C'était une crise incroyable. Donc, agir avec des conflits, vous imaginez bien, hein, c'était très très compliqué puisque vous aviez des forces de l'ordre qui agissaient en tant que PTS, police technique et scientifique, avec l'IRCGM, la gendarmerie, et la PTS, l'INPS, la police. Donc c'était très compliqué, le survol aérien, la sauvegarde des traces, etc. Donc les pompiers, on était dans cette opération de secours exceptionnelle, et ce maire a été projeté dans une opération internationale phénoménale. Donc on était vraiment dans l'incertitude et on a innové. Donc merci d'avoir évoqué cette incertitude, et lorsqu'on évoque avec les intervenants qui sont intervenus pendant 7 jours, 8 jours, 10 jours, 15 jours pour aller chercher les bodies and corpses, hein, c'est tout est parti. C'est des traces, des indices, des preuves en devenir. Hein. Ça fait partie des opérations de secours. On va aider aussi les forces de l'ordre, hein, les forces de police pour aller chercher chaque partie afin de ne plus recommencer. Ça, c'est l'objectif des retours d'expérience, des partages d'expérience, afin de comprendre ce qui s'est passé. Rappelez-vous, ça s'est tenu à très peu. Le commandant de bord qui est parti aux toilettes, hein, ça s'est tenu à ça, de café ou d'eau. Il est parti aux toilettes, donc c'est intéressant de comprendre comment le fait qu'il se retrouve tout seul. Donc vous voyez, la sécurité aérienne est très importante puisqu'on partage beaucoup avec ces gens-là, puisqu'on fait beaucoup d'accidents d'avion. J'ai fait l'accident Coulthard en 99, on fait ma dernière garde, je fais 3 alertes 3 avions, décompression, incidents, des feux dans les cabines, etc. etc. Je reviens sur merci pour l'incertitude. Donc, afin de, je reviens après sur la question posée, mais j'aimerais juste évoquer une chose. Afin de faire face à toutes ces opérations de secours, il est nécessaire de se préparer. Je rappelle juste, pour répondre à monsieur, la planification est réglementaire, elle est obligatoire en France, hein, d'accord. C'est des installations classées pour la protection de l'environnement. Chaque étaré, c'est pas une insulte, hein, c'est établissement répertorié, ou ER, c'est une boutade à 2 balles, pardon. Chaque établissement à risque, selon la nomenclature, doit avoir un plan. Nous avions des bibles à l'époque au service départemental, le S10, nous avions des bibles qui faisaient 4 kilos. Aujourd'hui, pour la tour Oxygène, la tour de la Pardieu, je ne rentre pas dans le détail, ou par exemple la BA, la base aérienne qui est au Mont-Verdun, c'est un cas assez confidentiel des fois, donc on n'en parlera pas. On a aujourd'hui 4 pages, 5 pages. On a tout simplifié dans la complexité. Voilà, ça s'appelle la simplification opérationnelle. Et lorsque vous avez à 2h du matin des situations extrêmement complexes avec des militaires, avec des gens qui sont avec des FAMAS, parce qu'il y a eu des faux positifs hein, d'intrusion, etc. Il n'y a plus d'eau pour éteindre le radar, feu de radar, feu des batteries. C'est très très compliqué d'agir. Donc à 2h du matin, il faut que les neurones à folklore que vous avez à disposition, eh bien, il faut simplifier la planification, ça c'est le premier point, et puis surtout s'entraîner. Alors je reviens sur l'entraînement, on s'entraîne 84 fois dans l'année, c'est tous les mardis et jeudis, les sites majeurs. On a 1377 sites majeurs, et tous les lundis, vendredis, exercice attentat, sans compter tous les jours, on s'entraîne à avion, accident d'avion avec des acteurs, les étudiants, 100 à 200 étudiants qui nous aident à faire les victimes, etc. Et je trouve, en nous entraînant tous les jours, moi je ne me trouve pas bon du tout. Et pourtant j'interviens sur une garde de 24 heures, pardon je suis un petit peu long, mais sur une garde de 24 heures je fais 6, c'est pas grave, on sautera, c'est pas grave. Mais je voulais juste, c'est important de partager les expériences, et pour vous dire que je trouve que même en s'exerçant, je trouve que on n'est pas bon, on m'appelle le Black Cat, parce qu'à chaque fois le matin on me dit qu'est-ce qu'on fait, on fait un 747, on fait un sous-marin, parce qu'il nous arrive des choses extraordinaires, et il faut se préparer à être surpris. Et aujourd'hui, après 35 ans d'expérience, je trouve que je me sens un petit peu à l'aise, mais j'adore parce que je suis tout le temps surpris en opération. Quand j'arrive sur le labo P3, lorsque j'ai une explosion, un feu, le P3, pas le P4, j'ai une explosion, un feu, une inondation, des risques bio, risques chimiques et un match de foot avec 45 000 personnes, je me régale et je dois gérer, n'oublions pas, et je termine là-dessus, que le pompier est le commandant des opérations de secours, mais il y a un directeur politique, c'est le directeur des opérations de secours qui est le maire sur sa commune, et le préfet qui peut prendre la direction. Et lorsque le maire de la commune ou le préfet me dit « Mon capitaine, qu'est-ce qu'on fait? On évacue ou on confine ?» J'ai un ABAC
et je viens sur l'intelligence artificielle, j'ai un ABAC et je dois prendre des décisions selon l'immediately dangerous for life or health, c'est des ABAC pour savoir si je suis dans la dose létale de 50% de la population qui meurt, etc., si elles sont blastées, etc., etc. J'ai des ABAC et j'ai quelques toutes petites secondes. Donc les objets connectés vont nous aider à améliorer notre réponse opérationnelle, à améliorer, si vous voulez, la prise de décision. J'ai quelques exemples que je vous ferai passer, mais je n'ai plus le temps, donc j'abrège un tout petit peu. Merci. Non, mais là, Je peux continuer? là, tu nous as laissé. Alors, avant, très rapidement quand même, s'il y a quelques personnes dans la salle qui veulent devenir pompiers, n'hésitez pas, vous avez la bonne personne ici. Un passionné. Tu peux passer, s'il te plaît? Bon, Philippe, 2 minutes. Oui, 2 minutes top chrono. Faire passer. Le tour. Oui, donc lorsque vous avez un flash thermodynamique comme celui-ci, je suis nul en Photoshop, vous verrez, vous le faites passer. C'est une explosion, on peut en parler très simplement, c'est pour les Lyonnais ou les gens du secteur, vous allez reconnaître ce qui s'est passé, un Blue Star Silicon. Donc vous avez 2 plans communaux de sauvegarde qui ont été déclenchés, vous pouvez faire passer les images, et vous avez des fumées. Et en fait, il faut savoir que les alvéoles pulmonaires, elles n'aiment pas bien les fumées, les gaz chauds, les gaz toxiques. Et donc en fait, nous, on va faire des réseaux de mesure. Aujourd'hui, grâce aux drones, grâce aux objets connectés positionnés suffisamment judicieusement placés, n'est-ce pas, avec des algorithmes, etc. Pour nous, tous ces éléments, tous ces capteurs vont nous aider à prendre la bonne décision. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, en introduction, en quasi-introduction, c'est j'évacue, je confine. Ça s'appelle une mise à l'abri. En fait, la protection des populations, ne l'oublions pas, ce qui nous est assigné par CGCT, Code général des collectivités territoriales, c'est la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Donc je dois prendre la décision de mettre à l'abri par des mesures soit d'évacuation, soit de confinement. Il se trouve que, a priori, ça s'appelle la phase réflexe, nous confinons. Et après, nous allons faire des réseaux de mesures, mais c'est mieux, aujourd'hui on les fait à pied. Donc les drones nous aident, les drones transportent des éléments thermographiques, des objets, en fait, des petits capteurs qui vont radiologiques, etc., etc. Et je viens donc vous dire quoi? Vous dire que grâce à ces objets, on va pouvoir caractériser le niveau de toxicité dans l'air et on va savoir, par exemple, sur du CL3, du NH3, enfin du CL2, du NH3, d'ammoniac, du chlore, si effectivement on est bon, on va pouvoir respirer ou pas. En 89, lorsque j'ai vu arriver un mur de feux sur les feux de forêt, et je finirai là-dessus, les feux de forêt, vous vous trouvez vraiment très petits. Donc aujourd'hui, les objets connectés que l'on a, on travaille sur ces objets connectés afin de les répandre de manière massive, afin de nous donner des indications hygrométriques, thermo, vent, température, etc., afin de non pas dire ça brûle, mais ça va brûler. Ça va nous donner des indications afin que le maire de la commune, c'est le premier qui va prendre la décision sur sa commune, il va évacuer la population ou il va la confiner, il va prendre la bonne décision, que ce soit du risque technologique ou naturel, feu ou inondation. Rappelons-nous Cannes, rappelons-nous l'Aude. Voilà, merci. Non, merci beaucoup Philippe, et c'est vrai que bon, tu as pris le temps d'expliquer et en même temps tu as eu raison parce que c'est très important ce que tu as dit. En plus ça touche l'humain, parce que c'est vrai que depuis ce matin on parle d'intelligence artificielle à différents niveaux, mais là d'autant plus ça nous parle encore plus dans le sens où on est directement concerné pour le coup, puisque lorsqu'on est sur des risques naturels ou technologiques, n'importe quel humain peut comprendre le dégât que cela peut engendrer, le nombre de morts, si malheureusement cette prise de décision n'était pas prise très rapidement et à bon escient. Et si un outil peut aider, c'est encore mieux. Denis Formon, vous représentez le ministère de la transition écologique et solidaire. On l'a vu, nous devons sans cesse nous adapter à la nouvelle configuration à laquelle nous devons faire face. Au sein de ce ministère, l'intelligence artificielle est-elle considérée comme une aide au niveau politico-militaire dans l'accélération des boucles décisionnelles? D'abord, on
On peut se demander ce que quelqu'un du ministère de la Transition écologique et solidaire vient faire dans ce panel consacré à la gestion de crise, à côté de responsables de services départementaux d'incendie et de secours ou de gendarmes. En fait, très brièvement, le ministère de la Transition écologique et solidaire, en fait, c'est le ministère des Transports, tous les modes de transport, c'est le ministère de l'énergie, tous les modes énergétiques, y compris le nucléaire, c'est le ministère qui est en charge du contrôle des sites Céveso, les risques naturels, la météo. Donc en fait, c'est le ministère de tout ce qui pollue et tout ce qui est dangereux. Mais voilà, bon, vous ne me citez pas, mais voilà. Donc, ce qui explique que, en fait, c'est aussi le ministère des infrastructures critiques et que nous soyons donc associés à toutes les crises de niveau gouvernemental. Mon collègue à côté a parlé effectivement du niveau départemental. D'abord, a rappelé très justement que le maire est le premier intervenant, le premier responsable des opérations de secours, des directeurs des opérations de secours. Ensuite, s'il est dépassé, ça se passe au niveau du département, après la zone de défense. Et pour les crises majeures, ça se passe donc une cellule interministérielle de crise est créée. Patrick Lagadec en a parlé. Le Premier ministre décide d'activer une CIC. Et en général, ça se passe au ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a toujours l'aspect secours aux victimes, donc les pompiers, et maintien de l'ordre, donc les gendarmes et la police. Néanmoins, par son portefeuille donc très diversifié, le ministère est associé systématiquement aujourd'hui à toutes les crises, puisque toutes les crises portent également des enjeux en termes de transport. Le soir des attentats du Bataclan et du Stade de France, vous aviez 80 000 personnes au Stade de France, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les laisse là-bas? Est-ce qu'on les rapatrie en RER sur Paris, sachant qu'à Paris il se passe des choses? C'est une problématique transport, ça peut être aussi une problématique logement, une problématique environnement, etc. Donc on est un ministère qui a l'expertise technique, avec une direction métier, la direction civile, la prévention des risques, l'infrastructure de transport. Et donc on est systématiquement associé au CIC, et quand une CIC est créée, nous-mêmes nous créons notre propre centre de crise pour mobiliser notre expertise. Voilà donc pourquoi nous sommes présents dans ces crises. Alors, je ne vais pas faire de commentaire sur le politico-militaire, mais sur le politico ou sur le criso, si vous voulez, il est clair qu'on cherche à améliorer ceci. Il faut savoir que l'architecture de la gestion de crise au niveau gouvernemental, c'est finalement quelque chose étonnamment assez récent. C'était formalisé par une circulaire de 2012, une circulaire Fillon, à l'époque des Premiers ministres, qui précisait un peu l'organisation de la CIC, avec la cellule situation, la cellule décision et la cellule anticipation. Et de chaque crise, on apprend, dans chaque crise, on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été très bien faites, on essaye d'apprendre et d'en tirer des leçons pour la suivante. Il y a encore plein de trous dans la raquette, et en particulier, on se rend compte que l'anticipation reste le parent pauvre de la gestion de crise. C'est quelque chose qui est assez difficile à formaliser, puisque ça fait appel effectivement à la créativité, comme l'a rappelé très justement Patrick Lagadec. Il y a des gens qui sont capables de s'affranchir un peu à la fois du monde connu, mais également des contraintes hiérarchiques. Ça, c'est un gros problème dans une salle de crise. Quand vous voyez un colonel qui débarque, forcément un capitaine qui peut avoir une idée géniale, il va hésiter à dire mais mon colonel, je pense que, etc. Et donc ces phénomènes qu'on rencontre aussi dans l'aviation civile, dans certains accidents d'avion, où le copilote n'ose pas dire au copilote qui fait une bêtise, voilà, c'est des choses, donc ce facteur humain reste essentiel. Donc il faut aider l'humain pour lui éviter de se perdre sur des fausses pistes, d'être victime de l'effet tunnel, d'être victime de l'urgence, de l'immédiateté qu'évoquait ce matin Alain Juillet. Et là-dessus, effectivement, on réfléchit, nous, ministère de la Transition écologique et solidaire, justement parce que nous ne sommes pas le ministère qui est en première ligne pour la gestion de crise. Dans 95% des cas, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc on essaie de réfléchir à la modélisation de l'anticipation en gestion de crise. Non pas pour remplacer l'humain, mais pour aider l'humain. Pour explorer peut-être des idées qu'il n'aurait pas eues, pour surtout gagner du temps. En fait, très très vite, vous êtes pressé par le temps, vous avez une crise majeure, très vite en CIC, le président de la République débarque avec ses ministres, et très vite, il faut qu'ils communiquent. Ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. La CIC était l'un des lieux les plus secrets du pouvoir, où normalement ne pénétraient que des gens habilités, assermentés, etc. Depuis les attentats de Charlie en 2015, on a vu BFM TV arriver derrière les politiques, où Serge Moati tournait son film au moment où tout le monde se réunit. Voilà. Et donc, il faut pouvoir annoncer quelque chose. La crise, ça peut être aussi, pour nos politiques, une fantastique opportunité de passer à la télé, il faut le dire. Et donc de montrer qu'on fait des choses. Et il faut pouvoir annoncer ces choses. Et très vite, donc c'est le temps qui prime. Et lorsque vous êtes dans cette logique, on n'a pas forcément le temps de réfléchir. L'anticipation, il faut avoir des gens dans une salle à côté, qui sont un peu extraits, qui ne sont pas dans la poursuite des terroristes, qui ne sont pas dans le dénombrement des victimes.
mais qui vont essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel est l'impact, quels sont les messages qu'on peut faire passer. Donc, et des gens d'un peu partout, justement, qui échappent à ces hiérarchies. Or, dans la pression du temps médiatique et du temps politique, il est clair que un système qui permet très très vite d'élaborer des scénarios, donc comme aide à la décision, d'identifier avec une certaine probabilité, donc des scénarios qui sont basés non pas sur des logiques déterministes, le déterministe, vous avez une usine Céveso à tel endroit, on sait que si elle explose, à X centaines de mètres, toutes les maisons seront détruites, à Y centaines de mètres, toutes les villes seront soufflées, ça c'est le déterminisme. Par contre, quand vous avez des phénomènes, il faudrait des systèmes qui permettent d'évaluer, non pas au-delà de l'analyse de risque, de faire de l'analyse systémique. C'est-à-dire quels sont les liens entre tel et tel système. Est-ce que la mise en rideau de tel transformateur, comment ça va impacter, par exemple, la circulation des trains, l'alimentation de tel hôpital, etc. Et ça, forcément, quand vous êtes dans cette urgence, les humains, aussi bons soient-ils, aussi connaisseurs soient-ils de leur terrain, n'ont pas forcément le temps de se replonger dans les plans, dans les cartes, de faire ce lien. Surtout que derrière, vous avez quelqu'un qui hurle en disant « il me faut un communiqué de presse dans 5 minutes ». Donc, l'intelligence artificielle peut aider là-dessus à modéliser des scénarios. Des scénarios qui vont après vont être autant d'aide à la décision pour d'autres autorités politiques, puisqu'à la fin, ce sont elles qui vont prendre les décisions. Ce n'est pas une intelligence qui va dire « il faut faire ceci ». On va proposer des scénarios avec des probabilités plus ou moins fortes, avec surtout ce que ça traduit en termes d'impact, en termes d'enjeux. Un exemple précis, souvent les stades sont dans des zones inondables. Si vous avez un barrage qui cède et qui va envahir le stade, c'est pas la même chose si ça se passe à un soir de match ou si ça se passe à 3 h du matin. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc tout ça, il faut être capable, et ça peut sembler évident ce que je dis, mais quand vous êtes dans une crise avec toute cette agitation, tout ce barnum, parfois il y a des effets tunnels qui se créent, les gens sont plus capables de s'abstraire de ça. Finalement, par sa totale relative neutralité, son absence d'empathie, une intelligence artificielle peut éviter de se perdre dans ce genre de considération et de dire, voilà, on vous propose 3 scénarios, on les propose aux décideurs qui va dire travailler sur tel scénario. Voilà pourquoi nous avons développé, nous sommes en train de développer un projet, je laisserai des brochures à la fin que vous pourrez prendre, mais en tout cas, oui, pour ce qui est de l'anticipation, Alain Juillet a commencé son intervention comme ça en disant ce qui va faire la différence, c'est la capacité d'anticipation. C'est très clairement un sujet sur lequel l'intelligence artificielle peut nous aider. Merci beaucoup, Denis Fourmont. Alors effectivement, vous avez raison. Je retiens quand même une chose, c'est qu'au sein de votre ministère, vous avez le temps de réfléchir. On est le ministère du temps long. Ce qui est une bonne chose, parce que je vais du coup me tourner vers Jérôme Lagasse, qui lui, malheureusement, n'a pas le temps de réfléchir. Non. L'affectation précédente, vous n'avez pas le temps de réfléchir, j'étais la tête dans le guidon. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez le temps de réfléchir. Vous représentez le ministère de l'Intérieur. Donc, le centre de recherche de le l'EOGN. le centre de, voilà, le CREOGN, effectivement, mais qui fait partie quelque part quand même du ministère de l'Intérieur. Voilà. Quels sont les travaux en cours au sein du ministère de l'Intérieur sur l'intelligence artificielle en matière de politique publique de sécurité? Donc, on a passé aujourd'hui, chacun a proposé une définition sur l'intelligence artificielle. Elles sont toutes recevables et sont toutes, bien sûr, discutables. Moi, demain, j'apporterai ma pierre à l'édifice pour proposer une définition qui n'est pas de mon fait, mais qui a été récemment publiée au journal officiel le 9 décembre 2018 par la commission d'enrichissement du vocabulaire. Alors, qui connaît la commission d'enrichissement du vocabulaire? Pour expliquer, cette commission, qui est placée auprès du ministère de la Culture, est en charge de définir, de donner des éléments de langage sur des termes techniques et professionnels, scientifiques, culturels et informatiques, et de donner aussi un équivalent dès lors que nous avons un terme anglais. Donc, pour l'intelligence artificielle, depuis 2018, nous avons comme définition un champ interdisciplinaire théorique et pratique qui a pour objet la compréhension des mécanismes de la cognition et de la réflexion, et leur imitation, ça c'est un terme qui est à souligner, par un dispositif matériel logiciel à des fins d'assistance ou de substitution des activités humaines. Donc vous voyez que la définition qui a été donnée retient de l'IA que c'est
un phénomène d'imitation, et que celle-ci, par les mécanismes de cognition mis en marche, aura un usage soit des fins d'assistance ou de substitution des activités humaines. Donc j'insiste sur cette définition parce que c'est celle-ci qui fait partie du langage officiel au niveau du gouvernement. Donc un fonctionnaire X, Y vous dit, si vous parlez d'intelligence artificielle, lui, il va se retourner tout naturellement sur cette définition. Donc l'élément de langage est très important. Ces deux notions, à des fins d'assistance ou de substitution des activités humaines, c'est celle-ci que l'on réfléchit au ministère de l'Intérieur pour les politiques publiques de sécurité. Pourquoi? Parce que dans le ministère de l'Intérieur, on est surtout une organisation verticale. Ça, je ne l'apprends pas. Pyramidale, donc où le chef, quand le chef a parlé, la troupe applique. Donc on voit mal une intelligence artificielle se substituer au chef, ou de même le chef se cacher derrière une intelligence artificielle. Donc pour l'instant, dans les travaux et de recherche que mène la gendarmerie, nous sommes plutôt, notamment le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, nous sommes plutôt sur des activités d'assistant, d'assister à l'humain, et non pas de substituer à l'activité humaine. J'en viens sur ce sujet de substitution à travers le rapport, si on a entendu parler, que la CNIL sur l'intelligence artificielle et les algorithmes, comment permettre à l'humain de garder la main, qui est sorti en 2017 à la suite de la loi République numérique. La CNIL a souhaité faire un débat sur ces questions. Et à travers celle-ci, nous avons organisé un colloque à l'école militaire qui nous a permis aussi de dégager 3 points sur ce que les activités de police, on peut confier ce qu'on entend pour nous à une intelligence artificielle. Pour nous, elle est censée générer en premier de la connaissance. C'est-à-dire de la connaissance, notamment pour les enquêtes judiciaires, quand vous avez une masse de données à exploiter, que ce soit des images à caractère pédopornographique, que ce soit des suspects, pour identifier par exemple des casseurs sur un stade dans les rues, et bien une intelligence artificielle peut aider l'enquêteur, lui faire gagner du temps et lui faire des propositions sur déjà des profils de suspects que nous avons en base. Après, bien sûr, il revient à l'humain de confirmer ou d'infirmer les hypothèses qui lui sont avancées. Donc là, on est vraiment dans l'assistant au service de l'humain. Ensuite, il s'agit de prédire. Donc on avait parlé un peu au départ de tout ce qui est l'analyse prédictive. Donc qui consiste, donc en gendarmerie, on fait une expérimentation sur tout ce qui concerne, les États-Unis l'appellent PredPol, la police prédictive, qui on a donc rassemblé toute une masse de données sur les 5 dernières années de commissions d'atteinte contre les biens, notamment les voitures et les résidences. Et en fonction de ça, il y a 2 algorithmes qui sont paramétrés, qui sont sous supervision humaine et apprenant, et qui vont essayer de donner une sorte de cartographie de chaleur, comme la météo, pour permettre à un responsable de dispositif départemental ou d'arrondissement où placer judicieusement ses patrouilles. Donc on va faire du contrôle de zone. C'est pas parce qu'il va dire à un endroit donné, à la sortie de la rue, il va y avoir un cambriolage, que je vais mettre un gendarme. C'est pas le but. Mais par contre, je vais pouvoir mieux allouer mes ressources sur mon territoire pour pouvoir gêner une type de cambrioleur en action. Il y a aussi l'aide à la décision, qui est ça aussi avec la prédiction, qui est un outil qui va suggérer aux forces de police sur quelles zones prioritaires donc, on devrait patrouiller, mais aussi, pourquoi pas, de l'avenir, les zones à retenir pour allouer des ressources en effectif et en moyens au niveau de l'administration centrale. Quand on décide de tel nombre de TP d'emplois temps plein, où c'est qu'on va les affecter, un outil comme l'analyse décisionnelle, comme le prédictif, peut aider, conseiller un décideur à allouer ses ressources. Voilà, donc vous voyez bien qu'à travers ces cas, générer de la connaissance, prédire et aider à la décision, celles-ci peuvent se décliner dans les missions traditionnelles que nous avons en sécurité publique, en police judiciaire, mais aussi en renseignement. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez fait un rapide rappel de ces différents éléments et à quoi, ce en quoi peut permettre l'intelligence artificielle, encore une fois, comme outil pour l'aide à l'humain. Alors, il y a quand même un point, je suis désolée, on est un petit peu pressé par le temps parce que je vois qu'il nous reste très très peu de temps et je vais avoir les gros yeux très bientôt.
j'aimerais, pour conclure en fait cette table ronde, qu'on en vienne à un point qu'on a très rapidement évoqué par les uns et par les autres, qui est jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle sur l'aspect émotionnel. On le voit, je crois que c'est ce matin qu'on a un petit peu évoqué le sujet très très brièvement, mais l'intelligence artificielle est une vraie aide à la prise de décision, mais jusqu'où peut-elle aller? Est-ce que effectivement elle pourrait aller jusqu'à remplacer l'humain, puisque j'ai bien noté, c'est assistance ou substitution. Bon, qui dit substitution veut dire qu'à un moment donné, est-ce que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre la main? Et ça, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que nous, on se cantonne uniquement sur l'aide à la décision, l'assistanat, et non pas la substitution. Comme j'ai précisé, voilà, la définition qui a été donnée par la commission d'enregistrement du vocabulaire n'est pas celle de... Voilà, c'est une définition générique. Nous, on la prend, on la travaille, et on se dit, bon, c'est ce pan-là qui correspond à notre culture, à notre organisation et à nos missions. Très bien. Donc, est-ce que demain, on pourrait dire, alors je vais me tourner d'abord vers vous, en tant que chercheur, que l'intelligence artificielle peut aller jusqu'à dégager des émotions? Il y a des personnes dans mon laboratoire qui travaillent sur les émotions, mais pas du point de vue de l'intelligence artificielle en tout cas. Non, je dirais que on peut prendre en compte en fait certains aspects humains dans les systèmes d'intelligence artificielle. En tout cas, quand j'avais travaillé dans le domaine de la supervision industrielle, on prenait en compte le profil de l'utilisateur pour savoir quelle stratégie adopter. On ne va pas avoir la même stratégie avec un opérateur qui est débutant, qui n'a pas beaucoup d'expérience, qu'avec quelqu'un qui est déjà très expérimenté. Et ça, c'est un des paramètres que le système peut prendre en compte pour adapter sa réponse, pour adapter son assistance en conséquence. C'est de ce point de vue-là, c'est du point de vue du profil de l'utilisateur qu'on va pouvoir agir. Très bien. Merci. Donc on n'est pas encore à un niveau où effectivement où il puisse même peut-être comprendre l'émotion de la personne, parce que ça peut être dans l'autre sens également. Pas pour l'instant. Très bien. L'émotion, parce que je sais que c'est un grand débat, on a pu le voir dans la préparation de la table ronde, peut être prise positivement, mais aussi négativement. J'explique, dans certains métiers, et je me tourne vers toi Philippe, alors on sera conscient pour cette dernière question. Mais après, tu pourras discuter avec les étudiants avec grand plaisir. Mais finalement, dans certains métiers, comme le tien, l'émotion peut prendre le dessus et peut-être peut aller à l'encontre de certaines prises de décision. Sauf que vous êtes très bien formé. Mais j'aimerais avoir ton avis quand même. Merci Virginie. Merci M. Morin. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cœur, les tripes, le cerveau. Et j'ai l'habitude de le dire quasiment à chaque prise de garde. Et en fait, je ne dissocie aucune décision de ce triptyque. Je décide avec les trois. Lorsque j'ai 200, 300, 400 personnes à évacuer, lorsque je suis sur 23, 26, 30 victimes, je dois faire des priorisations. Je vous passe les détails sur le damage control. C'est un terme très précis, ça s'appelle la catégorisation des victimes. C'est un algorithme humain. Donc effectivement, nous sommes suite à des accidents de personnes sur lesquels les accidents de personnes, c'est des accidents de train où les gens sont découpés, j'en ai encore fait un samedi, et on en fait de plus en plus. Et ça, c'est une bulle de sécurité civile que je dois gérer avec le CIL, c'est le chef d'intervention locale, c'est mon homologue SNCF. En fait, je suis désolé, c'est vous qui nous maudissez. Vous nous maudissez, pourquoi? Parce qu'on déroule 50 à 60 à 100 TGV sur toute la France. Et en fait, effectivement, il faut composer avec les victimes. Et par exemple, le dernier que j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, il était à 3 km de l'aéroport Saint-Exupéry. Et vous avez 1000 personnes dans le TGV. C'est Paris-Marseille, il s'arrête à Saint-Exupéry, mais 3 km. Et il y a 500 à 1000 petites parties de personnes qu'il faut qu'on ramasse.
Et en fait, il faut gérer avec les émotions, effectivement. Non, mais je ne peux pas le dire autrement, et c'est notre travail, puisque l'Institut médico-légal n'est pas joignable, désolé, et Ponfilem non plus. Je me tourne vers la police, malheureusement, ils ne sont pas équipés de gants. Donc, c'est notre problématique, et je prends leur problématique pour ramasser dans du papier craft, etc., pour ne pas détériorer les tissus. Donc, effectivement, les émotions sont importantes. J'évacue immédiatement les jeunes sapeurs-pompiers qui sont dans les équipages. Et je les regarde et je leur parle très clairement dans les yeux et je leur dis, vous n'êtes pas obligé de réaliser cette mission, mais on se donne très rapidement, on se donne 3/4 d'heure, 1 heure pour partir du début du TGV pour le libérer, parce que ces 1000 personnes-là, elles ont faim, elles ont soif, elles ont des correspondances, elles cherchent tout à descendre, parce que j'ai coupé le courant de traction et la circulation. C'est 2 impératifs que j'ai, ce qui fait qu'il y a plus de chauffage en hiver, il y a plus de climatisation en été, et tous ces gens-là commencent à avoir des malaises. Et c'est mon problème. Donc je gère avec les émotions des gens, je gère avec les émotions de mes personnels, et je prends en compte ça, et c'est moi qui capte ça, et je l'assume. Et je gère avec tous les interlocuteurs, que ce soit la police, la gendarmerie, avec la SNCF, et on subit les pressions, voire même des agressions. Voilà, je vous le dis. Et donc, effectivement, c'est une composante extrêmement importante, l'émotion, et donc je pense qu'effectivement on ne peut pas dissocier. Je fais un stage d'émotion dans le cadre du travail et c'est ultra important, c'est une démarche très très engageante. Je vous invite à faire cette formation si vous avez l'occasion de le faire. Et dans le travail, on ne peut pas dissocier parce qu'on est des êtres humains. Et n'oublions pas, je termine là-dessus, s'il te plaît Virginie, c'est important que la décision, n'oublions pas qu'il y a un cadre réglementaire, il y a un cadre juridique, le commandant des opérations de secours. C'est un acte juridique. J'ai la CHASU, commandant des opérations de secours, c'est un acte juridique. Quand je vois mon collègue, je dis tu prends le COS ou pas? Il me dit non, c'est moi le commandant des opérations de secours. Donc c'est un acte juridique. Celui qui passera aux 24 colonnes pour les Lyonnais ou c'est la cour d'appel, etc. C'est moi le responsable et je l'assume. Donc c'est un acte juridique, je rebondissais sur ce que disait monsieur de la gendarmerie. Donc voilà, il y a une responsabilité. Donc l'intelligence artificielle, oui, comme outil, la décision est humaine. Voilà ce que je voulais dire. Je voudrais simplement porter une petite précision. Si encore l'intelligence artificielle aujourd'hui n'éprouve pas encore des émotions, par contre, elle est clairement capable de travailler sur ce qu'on appelle la stratégie de l'influence. C'est-à-dire de capter vos émotions, de les sentir à travers ce que vous utilisez comme données et de jouer là-dessus. Il faut savoir que les États-Unis ont lancé, c'est l'armée américaine qui a lancé un appel d'offres pour un système capable de générer des messages qui vont influencer votre comportement. Vous voyez, derrière ce qu'il y a, c'est la manipulation. Donc l'intelligence artificielle est clairement capable de capter vos émotions, de capter, savoir là où vous allez être sensible. Et derrière ça, c'est un objectif militaire, mais vous voyez aussi derrière l'intérêt économique. C'est que si on est capable de déceler, grâce à l'intelligence artificielle, vos émotions, on va être capable de vous proposer le bon produit au bon moment. Et vous aurez tendance, bien entendu, à l'accepter. Donc c'est toute la problématique. C'est que si la machine, elle n'éprouve rien, par contre, elle est capable de capter les vôtres. Alors, oui, je vais vous laisser le micro également, Christophe Moreau, parce que lorsqu'on a préparé la table ronde, vous expliquiez également, alors ça c'est un point, effectivement, un des aspects, mais également que parfois, l'erreur, selon vous, pouvait aussi être, on parle souvent d'erreur humaine, et que peut-être que dans certains cas, l'intelligence artificielle pouvait venir corriger cette prise de décision. Oui, c'est très clair, parce que on est face à une situation où, encore une fois, il y a tellement de données. Pour un patron qui va parler stratégie d'entreprise, face aux défis, face à la vitesse à laquelle le monde bouge, les modes de raisonnement ancestraux, c'est terminé, c'est fini. On parlait hier d'intelligence collective. Forcément, aujourd'hui, c'est plus le patron de Michelin qui va décider tout seul dans son bureau de la stratégie, de la définition de l'avenir de l'entreprise. Ce sont des tables rondes, des travaux communs. Là, la direction du groupe a décidé de travailler en open space. Je ne sais pas si vous voyez, le président du groupe Michelin, il a exigé que les membres du CSG soient sur un même open space pour favoriser le dialogue.
parce que c'est plus de l'individuel, c'est du collectif. Et dans les recrutements, on privilégie les recrutements aussi atypiques parmi un certain nombre de gens, de façon à avoir ce que disait M. Lagadec, des gens qui pensent autrement. C'est impératif, c'est l'avenir, et l'intelligence artificielle, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'elle soit capable d'aider, d'apporter sa part, pas de remplacer, mais d'apporter sa part à cette façon de penser. Et donc, de ce fait, corriger éventuellement les erreurs. Pour ceux qui ont fait un peu de stratégie militaire ou d'histoire militaire, sur la ligne Maginot, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Voilà, jamais personne n'avait pensé au plan élaboré par les quelques stratèges marginaux d'ailleurs, allemands. Parce que l'état-major allemand de la Wehrmacht, il n'avait jamais imaginé la faucille. Hein, c'est passé par les Ardennes. C'est deux qui ont pensé différemment. Et donc c'est cette capacité qu'il faut trouver dans les directions pour pouvoir gagner la partie. Voilà. Et notre responsable du personnage, je terminerai là-dessus, c'est qu'il a dit il faut savoir accepter les erreurs. Voilà. Il faut savoir se tromper et l'accepter maintenant dans les choix. Bien sûr, il faut être capable de le corriger très vite, bien entendu. Mais évidemment, si on peut minimiser grâce à l'intelligence artificielle, voilà, c'est une aide. Merci beaucoup, Christophe Morin. Denis Fumeau, au sein de votre ministère, et pour vous, est-ce que vous vous rapprochez davantage des propos de Christophe Morin, ou bien pour vous, c'est le politique qui doit prendre la décision, seule la décision, sans s'appuyer sur l'intelligence artificielle, ou bien les deux? Le politique doit prendre une décision de toute façon. Alors après, il faut que cette décision soit la plus éclairée possible. Et évidemment, l'intelligence artificielle peut être un outil pour éclairer cette décision. Mais je rejoins entièrement ce qu'a dit mon collègue du SDIS du Rhône. À la fin, il y a une responsabilité juridique qui est engagée. Lorsque c'est une crise de niveau gouvernemental, le président de la République ou le ministre ne pourra pas se défausser derrière une machine pour dire j'ai pris cette décision parce que l'ordinateur machin m'a dit de. Non, il faut qu'il assume cette décision. Et quand on est sur une crise de ce niveau-là, cette décision peut impliquer des choix très douloureux, de sacrifier certaines populations au profit d'autres. Mais de même que dans une vidéo présentée par Patrick Lagadec, le préfet Frémont disait, je crois, quelque chose comme les élites ont vocation à affronter les dangers, quelque chose de ce style, le politique a vocation à assumer ses décisions. Et typiquement, lorsqu'on a une cellule de crise, c'est in fine au politique qu'il revient d'assumer ses décisions. Merci beaucoup. Donc, prise de décision, effectivement, le politique, comme l'a dit M. Lagadec tout à l'heure, il va tout assumer. Et c'est son rôle. Très bien. Alors, une toute dernière question pour terminer cette table ronde. On va quitter un petit peu l'aspect émotionnel et on va en arriver à l'aspect éthique. On l'a très très peu abordé aujourd'hui. Sur le plan éthique, déontologique et juridique, quelles sont la place et le rôle des décideurs et de leurs subordonnés, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, appartenant aux forces de sécurité intérieure vis-à-vis des solutions d'intelligence artificielle? Je reprendrai une des questions qui a été posée par le rapport de la CNIL, que je faisais allusion, qui disait « Faut-il conditionner l'utilisation de l'intelligence artificielle à la capacité d'attribuer de façon absolument claire cette responsabilité ?» L'état du droit positif actuel pour ce qui concerne le code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie, la réponse ne peut être qu'affirmative. À savoir, bon, lorsque l'on parle, tout de suite, il y a la question qu'on soulève, l'intelligence artificielle va-t-elle se substituer à l'homme? Je rappelle quand même qu'il existe un cadre légal et réglementaire qui cantonne tout un chacun selon son rôle, pareil dans le secteur privé, sa responsabilité. Pour ce qui concerne les policiers et les gendarmes, nous sommes régis par un code de déontologie commun, mais qui n'est pas une option, puisqu'il est inscrit au code de la sécurité intérieure. Donc, il a une portée réglementaire. Je vais rappeler simplement l'article R434.4 en soulignant des points qui se rapprochent de l'intelligence artificielle, qui se rapprochent, je dirais, dans les thématiques, les problématiques relatives à l'intelligence artificielle. Que dit cet article?
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ces instructions soient prises et apportent à ceux qui sont chargés de les exécuter toute information pertinente, nécessaire à leur compréhension. Donc vous voyez bien déjà que ce qu'on attend d'un responsable hiérarchique, c'est qu'il soit en capacité de prendre des décisions, de donner des ordres, de les faire appliquer et de donner à ses subordonnés toute information pertinente. L'IA ne peut que donner que des recommandations et des conseils. Au final, c'est le décideur qui valide en retenant partiellement ou totalement les options, une option qui lui a été proposée par l'IA. Autre point suivant qui est important, l'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés. Donc, si à Lyon, il fallait aller à la colonne 24, l'intéressé ne pourra pas dire je tiens de ça de tel outil prédictif qu'on m'a fourni mon administration, donc j'ai suivi parce qu'il y avait 100% de probabilité que ça marche. Donc, ça ne sera pas recevable de la part d'un tribunal. Ce n'est pas l'IA qui va être attrait d'un tribunal, ça va être le décideur. Les ordres et les instructions, suite de cet article, parviennent à leur destinataire par la voie hiérarchique, là aussi. C'est important. Imaginez, vous avez un logiciel quelconque, et donc c'est pas moi qui vais donner directement l'ordre. Vous voyez, donc j'ai immédiatement donné la proposition à mes subordonnés de ce que dirait l'IA, et les gars, faites comme vous voulez. Non, ça ne marchera pas non plus. Les ordres et les instructions parviennent à leur destinataire par la voie hiérarchique, ce que je disais. Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en informe sans délai. En retour, il y a aussi quand même celui qui doit l'exécuter, cet ordre. Donc lui aussi, c'est prévu, on ne lui attend pas de lui un rôle passif. Et là aussi, par rapport au débat de l'IA, il y a un point particulier. Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. Donc il ne serait pas question, lui aussi, de biaiser en se rabattant sur ce qu'aurait conseillé ou prédit une intelligence artificielle. Est-ce que je peux conclure rapidement, très rapidement? Donc, pour synthétiser, je dirais que chez nous, l'objectif des politiques publiques, notamment celle de sécurité, consiste à engager, sur le terme, d'une action publique augmentée par la donnée. Il s'agit ni plus ni moins donc de donner des possibilités à nos gendarmes, de mieux exercer de manière efficiente leur mission et de se concentrer ou concentrer, je dirais, sur le spectre haut, la plus-value qu'il peut apporter, à savoir sa capacité de discernement, de critique, d'intelligence des situations face à une crise. Et dans ce sens, donc, notre plan de la gendarmerie a mis en place un plan stratégique de recherche et d'innovation. Nous avons donc 7 axes majeurs qui ont pour objet donc d'avoir cette action publique augmentée par la donnée. Nous sommes orientés donc actuellement sur le numérique, le big data, le cyber, la robotique, l'homme augmenté, l'identification humaine et bien sûr l'intelligence artificielle. Mais vous voyez que l'intelligence artificielle peut regrouper les 6 autres axes que je viens de dégager. Merci à vous, merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y avait une belle publication sur la robotique à laquelle vous avez contribué, c'était il y a quelques mois. Il y a un téléchargement sur notre site du Créogène, c'est un supplément de la revue de la Gendarmerie nationale où on a fait intervenir tout un panel de spécialistes, aussi bien de le milieu hospitalier, sociologues, bon, pas simplement policiers. Merci à vous. Avant de terminer cette table ronde, s'il y a 2 questions, nous avons le temps pour 2 questions. Bonjour, merci. Oui. Merci. J'avais une question. On a bien compris que l'IA, c'était un outil qui servait de rôle de challenger, et c'était le décideur humain de prendre à travers un acte juridique souvent une décision. Et vous aviez commencé à parler de l'explicabilité de la décision mise en avant, de la position mise en avant par l'IA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers une superposition d'algorithmes pour répondre à des problèmes complexes, des couches de neurones profonds, on n'est pas toujours en mesure de comprendre
le choix que fait l'IA quand un humain, lui, doit être en mesure d'expliquer et de justifier la décision qu'il a prise, d'autant plus quand c'est un acte juridique et qui peut être amené à justifier. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'enjeu en tout cas des recherches aujourd'hui et tous les appels d'offres qu'on mentionne. On a un groupe de recherche, un groupe de travail aussi du GDR, il y a des groupes de recherche en intelligence artificielle du CNRS sur l'explicabilité. Et j'ai vu, moi j'ai évalué un travail de recherche l'année dernière au master d'intelligence artificielle sur justement des outils de visualisation de l'apprentissage profond qui permettent de bien comprendre comment s'active la formation de la reconnaissance d'une solution dans le réseau. Et c'est une des problématiques. Alors, je n'ai pas de réponse sur l'aspect juridique, mais c'est clair que l'apprentissage profond qui, lui, dans beaucoup de domaines, surpasse pratiquement tous les algorithmes qui existent et qui est extrêmement difficile à expliquer. Voilà, ça va être l'enjeu de demain, c'est de rendre ça un petit peu plus transparent. J'ai pas la réponse. Comment on justifie une décision qui nous a été donnée par l'intelligence artificielle? Il y a le code des usagers qui prévoit donc avec la loi République qui est sortie que tout usager qui fait l'objet d'une décision par un algorithme peut demander à l'administration des explications si celle-ci se fonde uniquement par cette décision. Donc il peut demander. Tout est dans le uniquement. En fait, c'est pareil, une question, c'est plutôt un conseil à donner à nos étudiants. Quel conseil vous donneriez-vous à nos étudiants qui sont présents ici par rapport justement aux problématiques qu'on a évoquées aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, sa place, etc. Quel conseil vous leur donneriez par rapport à leur futur avenir professionnel? S'intéresser à quoi? Est-ce qu'il faut continuer à rester dans leur domaine de compétences actuelles? Est-ce qu'il faut être curieux, aller voir d'autres matières, d'autres disciplines, travailler différemment? Que leur dire? Nous avons une réponse. Merci pour la question. Je voulais juste vous proposer d'être créatif et dans vos futures fonctions, de prendre vraiment du recul. Lorsque, je vous donne un petit exemple, lorsque en poste de commandement, on a une situation critique avec des cinétiques fulgurantes, quand j'arrive en poste de commandement, je leur dis, je ne vais rien faire, je ne sais rien faire, je ne vais rien vous dire, c'est vous qui allez travailler. Et je les laisse phosphorer, je les laisse travailler, je ne les gêne pas, je ne les bloque pas, je ne bloque pas. Donc lorsque vous arrivez, il faut être, c'est un mot un petit peu à la mode, de dire bienveillant dans les cellules de crise, mais c'est pour ça que je parle de gestion humaine, on parle de relations interpersonnelles. Alors bien entendu, on parle d'intelligence artificielle, j'ai bien compris la thématique d'aujourd'hui. J'aimerais malgré tout mettre de l'humain dans cette intelligence artificielle. Je sais que ça peut paraître un petit peu antinomique, mais c'est pas grave. Donc soyez créatifs, laissez vos adjoints, laissez vos collègues vous faire confiance. Donnez-leur la possibilité de vous parler. Personne n'a la science infuse, personne. Et ils détiennent avec vous la solution, une partie de la solution. Et n'oubliez pas, juste pour répondre à monsieur, la LEM, c'est un acronyme qui est très simple, retenez-le bien, c'est la loi de l'emmerdement maximum, et sachez que vous allez y avoir droit. Donc laissez-vous envahir par des solutions, même venant du simple sapeur. Moi, mon conducteur, je ne l'appelle pas conducteur, pourtant on dit ouais, ton conducteur aujourd'hui, c'est ça. Non, c'est mon adjoint, il veille sur moi, je veille sur lui, et nous veillons sur l'ensemble des acteurs. Donc je lui fais vraiment confiance, c'est pas juste un sous-officier de transmission, je l'appelle off-trans, je lui dis que tu es mon binôme. Il veille sur la crise,
Et je lui dis, s'il se passe quelque chose, c'est moi le diplomate, c'est moi le négociateur, tu ne te fais pas engueuler, tu me le fais passer par moi, je lui fais confiance. Donc faites confiance à vos binômes, à vos collègues, et je pense que ça se passera bien dans les crises. Voilà, c'est ce que je voulais dire, soyez créatifs, et du sapeur au colonel, voire le contrôleur général, faites confiance, je parle de ce postulat, voilà, c'est ce que je voulais dire, simplement. Je rebondis très rapidement. D'abord, si vous êtes là, c'est qu'effectivement, on peut vous confirmer que vous avez choisi une filière d'avenir, puisque tout fait crise aujourd'hui. Et effectivement, alors vous êtes formé, vous acquérez des savoirs, des savoir-faire. Et quelque chose de très important, comme l'a dit mon collègue, en crise, c'est le savoir-être également. Et donc, ça requiert peut-être des capacités humaines qui se travaillent. Certaines sont naturelles, innées, mais en fait, ça peut se travailler également. Et simplement retenir, et c'est un des travers qui avait été pointé au début de la présentation de Patrick Lagadec, que dans une cellule de crise, quel que soit son niveau, la hiérarchie traditionnelle n'ont plus cours, elles n'ont plus lieu d'être. Voilà, ça c'est très important, donc il ne saurait y avoir de querelle d'ego, parce que c'est pas vraiment le meilleur moyen de gérer une situation. Oui, alors, il se trouve que hier j'étais dans un séminaire interne du groupe Michelin et le directeur des ressources humaines, enfin chez Michelin ça ne s'appelle pas les ressources humaines parce qu'on considère que l'homme n'est pas une ressource. Mais le service du personnel, en tout cas du groupe, nous disait que 30% des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus dans 5 ans. Donc il va falloir s'adapter. Et nous, le groupe Michelin, donc on vit ce changement avec l'arrivée de la digitalisation, l'intelligence artificielle est autour. C'est qu'on va bouleverser notre métier. On va aller vers des tas de métiers autour, évidemment, de la mobilité, du pneumatique. Mais il va falloir s'adapter. Et donc, il y a des tas de changements en cours, à la fois, comme vous le disiez, dans le mode de management, dans la façon de penser, dans la façon de travailler. On a vécu un exemple très concret en Chine, dans un atelier où des agents, des simples agents qui font le pneumatique, donc 65% du personnel Michelin, eh bien, se réunissaient entre eux et s'auto-évaluaient dans la façon dont ils travaillaient. Parce qu'on est maintenant dans une entreprise où on a supprimé un bon nombre de stades hiérarchiques pour aller vers ce qu'on appelle la responsabilisation. Et on a gagné 15% de productivité. Bon, donc les gens ne pensent plus comme ils le pensaient, comme on pensait il y a 30 ans. Pendant mon stage ouvrier, parce que quand on entre chez Michelin, on fait un stage ouvrier, j'étais avec un agent qui avait près de 40 ans de production. Et à un moment donné, je l'ai vu s'engueuler avec un chef, un technicien, ce qu'on appelle l'organisation industrielle, et s'engueulait vraiment vertement. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et il m'a dit, le vieil agent qui était très proche de la retraite, me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce chef qui vient me demander conseil? Pour moi, un chef, il est sachant. Bon, aujourd'hui, c'est un schéma qui est fini. D'accord? Voilà. Et donc, vous aurez toute votre place avec un esprit ouvert, un esprit curieux, un esprit qui challenge, un esprit qui porte sa contribution. Si vous rentrez dans l'entreprise aujourd'hui avec un chef, un sous-chef et des pas chefs, c'est fini. Voilà. Par rapport à dire des conseils, mais bon, on l'a dit, sur quelles que soient les études que vous orientez ou vous destinez, je pense que l'approche de l'IA, déjà, il ne faut pas avoir une approche diabolique, il faut avoir une approche démystifiée, et ça doit être plutôt, encore une fois, quelque chose qui va vous permettre, c'est une sorte de contradicteur. C'est-à-dire que quel que soit votre métier, on va vous présenter des suggestions, des recommandations, des propositions. C'est à vous de savoir développer votre sens critique, votre puissance cognitive par rapport aux différents scénarios qui vont se dérouler. Et donc c'est là où on vous attendra. C'est votre capacité à discuter, c'est votre capacité à critiquer, et c'est votre capacité aussi à vous engager, à aller à l'encontre des propositions qu'une machine peut vous apporter. C'est sur votre personnalité qu'on attendra, et c'est sur cette capacité de critiquer, de prendre du recul et de discuter. Voilà la plus-value où elle sera chez vous, quel que soit votre secteur de métier. Merci beaucoup. Une toute dernière question. Alors, je me permets, ça ne va pas être une question en fait. C'est possible ou pas?
Déjà, un premier élément de réponse, en fait, c'est assez marrant, parce que collectivement, on vient de répondre à votre question, comme l'ancien modèle du chef qui dit au plus jeune, c'est comme ça qu'il faut faire. Je trouve ça, c'est un petit regard, et puis parce que nous aussi, on est pareil, on est dans une phase de mouvement, et on ne sait pas. Enfin, c'était le premier sujet. Deuxième sujet, je ne sais pas si on n'a pas collectivement un train de retard, en fait, sur la place de l'intelligence artificielle dans nos vies au quotidien. On parlait avec Christophe de YouTube, il avait l'air de découvrir de son côté. Bon, j'ai peut-être plus d'années d'expérience sur YouTube, mais j'ai compris qu'en fait, ils orientaient mes choix en fait, par des listes. Et c'est tellement plus simple d'écouter en continu des listes qui sont déjà préprogrammées plutôt que de les programmer. Et ça fait quand même très longtemps. Et c'est bien en jouant sur mes émotions qui font ça. Voilà. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est le chef donne un ordre. J'ai bien aimé votre intervention. Vraiment, une réflexion, c'était pour le futur colloque, Thomas. J'ai l'impression de donner des ordres à ma voiture quand je freine. Par contre, j'ai une certitude, c'est que ça fait 10 ans que j'ai un système d'ABS, et à un moment donné, c'est plus moi qui freine, c'est le système à la place. Pour autant, juridiquement parlant, j'ai un outil qui dans les mains peut me causer la mort. Et je me dis que finalement, l'IA, est-ce que demain, on ne serait pas là-dessus, parce que le jour où l'IA sera plus puissante en termes de fiabilité et de robustesse que l'humain, va sûrement se poser des questions éthiques et des questions d'assurance. Voilà. Et là, il y a un vrai débat, en fait, et quand je dis que collectivement, on n'a pas assez de réflexion, c'est pas une question, parce que à répondre, on est sûrement très loin. Est-ce que collectivement, on n'a pas un tout petit train de retard, comme on en a eu quand on a eu une vague d'attentats dans les années 2013, 14, 15, quand on a vu les drones arriver, où le cadre législatif, en fait, n'était pas adapté. Non, tout à fait. Si je puis juste me permettre, j'en parlais juste en aparté tout à l'heure avec M. Agas. Il y a eu des sujets de réflexion à ce sujet, et d'ailleurs c'est pour ça que je parlais de la publication concernant les robots. Aujourd'hui, la question, et notamment qu'aime soulever Maître Bensoussan, c'est donner une identité à un moment donné à ces robots notamment, puisque ça commence par les robots. Et est-ce que demain, on parlait de responsabilisation tout à l'heure, est-ce que la responsabilité à un moment donné, est-ce que ce sera l'homme qui devra être engagé ou bien le robot qui se substituera à l'humain à un moment donné? On parlait des voitures autonomes ce matin. Je sais que c'est un sujet également sur donner la responsabilité à cette voiture qui est engagée aujourd'hui. Alors après, ce sont d'autres problématiques, d'autres enjeux. Si vous voulez approfondir votre réflexion, je vous conseille d'aller sur le site de l'Université Paris-Descartes, qui lance un cycle annuel sur l'intelligence artificielle, et à l'intérieur de celle-ci, il y a eu une journée consacrée à la mobilité et aux véhicules autonomes. En septembre prochain, donc, l'université rendra un livre blanc. Donc il y aura un recueil de toutes les réflexions en matière d'IA. Ils ont amorcé donc, secteur par secteur, dont la voiture autonome. Donc si ça, voilà, je vous invite à aller à l'automne prochain. Ce livre blanc sera accessible à tout le public. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette belle journée très dense, très riche. Un grand merci aux intervenants. Je crois qu'on peut les applaudir.